Bienvenue dans le podcast de l'étudiant africain. Ici, nous donnons la parole aux femmes africaines dans la recherche. À travers leur parcours, nous découvrons leurs travaux, leur engagement, les défis qu'elles relèvent et la manière dont elles font bouger les lignes. Congossa, c'est aussi une source d'inspiration. Ces chercheuses ouvrent la voie et montrent chaque jour à d'autres filles et femmes qu'il est possible de transformer la science et la société. Installez-vous, écoutez et laissez-vous inspirer. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche à la fois l'histoire, la justice et l'avenir de notre continent, donc le rôle des femmes dans le processus de résolution des conflits en Afrique. Donc, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Fatouka, qui est chercheuse indépendante, qui est engagée depuis plusieurs années sur des questions de paix, de genre et de sécurité sur le continent africain. Bonjour Madame Fatouka et bienvenue dans Congossa. Comment allez-vous? Bonjour, merci beaucoup. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi de discuter de ce sujet qui me tient à cœur. Nous sommes, nous, ravis de vous accueillir parce que c'est vrai que la question des femmes et les processus de sécurité et de résolution de conflits ne sont pas des questions qui sont souvent vulgarisées sur le continent. Et donc, ce qui m'amène à ma première question, c'est de vous demander comment est-ce que vous êtes arrivé à travailler sur cette thématique? Bon, je peux dire que c'est un thème qui me tient à cœur et depuis plusieurs années, j'y travaille. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est un sujet d'actualité qui mérite l'attention de tous les chercheurs et activistes qui travaillent sur les questions de genre, paix et sécurité. Oui, en effet, je suis d'accord avec vous, c'est un thème d'actualité, mais vous êtes du coup du Sénégal, donc qui est un pays qui est plutôt stable. Donc, comment est-ce que cette thématique, elle vous passionne justement de votre point de vue de femme sénégalaise? Bon, vous savez qu'on est dans un pays stable, comme vous l'avez dit, on est d'accord. Mais il est important également de faire la prévention, en fait, parce qu'on est dans un monde qui est en perpétuelle mutation. On ne sait jamais, en fait. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a travaillé sur ce thème depuis plusieurs années pour essayer de trouver des stratégies, essayer de trouver également des mesures de prévention. Et vous savez également qu'il y a une partie de ce pays qu'on appelle la zone casamançaise qui a été pendant plusieurs années confrontée à des conflits. Et je pense que depuis également une année, je peux dire que je suis dans cette zone et je suis également au courant de toutes les choses qui étaient passées et également de l'implication de ces femmes dans les processus de résolution des conflits et également de leur niveau de représentativité. Oh, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les projets sur lesquels vous avez déjà travaillé, si c'est possible, et peut-être nous expliquer en fait en quoi consiste votre travail sur le terrain? Bon, concernant les projets auxquels on a eu à travailler, c'est des projets de sensibilisation en fait. Comme j'ai dit que tout à l'heure, le Sénégal est un pays stable, mais ça ne nous empêche pas d'organiser des séances de formation pour tout ce qui concerne les genres, paix et sécurité, surtout en ce qui concerne les femmes. On a eu à travailler surtout sur des séances de formation, de sensibilisation, pour essayer de les expliquer l'importance pour eux de s'impliquer dans les processus de résolution des conflits. Et ça a touché, par exemple, la région de Dakar, ça a touché également, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus la zone Casamance, qui est une zone très sensible à ces questions de résolution de conflits. Ok. Donc, comme vous travaillez actuellement sur la zone de Casamance, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs, pour ceux qui ne connaissent pas, le conflit qu'il y a en Casamance actuellement et comment justement les femmes deviennent donc des actrices? Vous avez parlé de sensibilisation et de formation. Et comment est-ce que ces femmes-là peuvent devenir des actrices de paix, s'il vous plaît? Bon, par exemple, on prend par exemple une zone où, par exemple, le conflit a frappé. Vous savez que si, par exemple, une zone est frappée par des conflits, après, à l'issue de ces conflits, les femmes sont très vulnérables et leur progéniture, en fait, c'est-à-dire les enfants. Donc, nous, on prend un échantillon, puisque c'est des communautés rurales avec lesquelles on travaille. Et, par exemple, c'est des communautés où le niveau d'intellectuel n'est pas un peu avancé. Il faut se descendre et parler avec eux sous un angle plus facile pour qu'elles comprennent, en fait. Du coup, on prend ces femmes, on organise des journées de formation, mais hormis ces journées de formation, puisque c'est des zones très sensibles où les femmes sont vulnérables, on organise des formations qui vont mener ces femmes vers l'autonomisation. Et je peux pas dire qu'ils vont récupérer ce qu'ils ont perdu pendant des années, mais ils peuvent, par exemple, en une partie, se consacrer sur leur vie quotidienne, en fait. Tout ce que je peux insister, c'est sur les formations qu'on fait pour amener les femmes vers l'autonomisation financière pour subvenir aux besoins de leurs enfants. D'accord. Donc, on parle ici d'autonomisation comme étant un des jalons justement de cette paix-là. Donc, et maintenant, si on parle de manière générale, est-ce qu'il y a d'autres pays en dehors du Sénégal dans lesquels vous avez déjà travaillé? Et si oui, quelles sont en fait les dynamiques des femmes dans ces autres pays? On peut dire que j'ai travaillé au Mali également, mais là, c'était pas avec les communautés rurales, mais c'était avec les activistes où on portait le plaidoyer, en fait,
au niveau du gouvernement sur, par exemple, l'impact de manière psychologique que les conflits, par exemple, ont eu sur les femmes, en fait. Ils ont été là, ils ont vu les armes, c'est pas évident, ils ont vu qu'on les a violés, ils ont vu que leurs enfants mouraient à cause de la guerre. Donc, ce sont des gens qui sont sortis traumatisés à l'issue de ces conflits. Donc, ces femmes-là, on prend un spécialiste, en fait, pour qu'ils les forment sur les questions de manière psychologique. Là-bas, c'était le niveau intellectuel et plaidoyer. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous savez justement combien de femmes, puisque vous avez travaillé avec des activistes, combien justement de femmes ont pu bénéficier de ces programmes d'accompagnement pour les traumatismes? On peut dire qu'ils sont avoisinés à 150 femmes en 2024. Ah, ok. 150 femmes de tout le Mali ou d'une seule partie du Mali? Non, c'est d'une seule partie. Ok, laquelle? C'est dans la capitale, à Bamako. Donc, et l'exemple du Mali, est-ce que ça vous a rappelé certains exemples du Sénégal que vous connaissez bien? L'exemple du Mali, non. Je vois que là-bas, c'était très compliqué parce que là-bas, c'est des conflits armés où il y a, par exemple, les questions des terroristes et consorts. Alors qu'au niveau du Sénégal, concernant le conflit Casamance, c'était un conflit autant pour moi entre l'État et une partie de la Casamance, en fait, les gens qui y résident. Donc, au Mali, c'est plus compliqué, je peux dire, qu'au Sénégal. Mais du coup, comme au Sénégal, c'est moins compliqué qu'au Mali, vous avez parlé ici là de l'impact psychologique des conflits. Comment est-ce que les femmes sont prises en charge du coup, au niveau du Sénégal et de la Casamance? Bon, concernant la zone Casamance, je ne peux pas parler de questions psychologiques, en fait. Parce que je peux dire que les femmes ont juste vécu l'impact après la guerre. Ils ont vécu l'impact. C'est pourquoi je dis que c'est des populations qui sont actuellement vulnérables. Du coup, pour essayer, par exemple, de trouver un palier à ça, on cherche à les autonomiser pour qu'ils puissent subvenir aux besoins de leurs enfants, en fait. C'est un conflit qui n'a pas occasionné, par exemple, des déplacements comme au Mali. Tu vois, il y a, par exemple, lorsqu'il y a la guerre, il y a des gens qui sont déplacés, qu'on appelle les réfugiés, qui sont dans les cas, et qu'on a eu à visiter quand même. Et c'était, par exemple, c'était un peu choquant, en fait. Et de telles choses n'étaient pas passées au Sénégal avec le conflit Casamance. Ok, très bien. C'est très important ce que vous dites justement du type de conflit et du coup qui entraîne des conséquences différentes. Et vous avez parlé à plusieurs reprises de l'autonomisation des femmes et j'avoue que sur le continent, il y a beaucoup de programmes sur l'autonomisation des femmes, si bien qu'on peut même se demander ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, dans cet exemple précis, de quel type d'autonomie vous parlez et activités que les femmes font depuis la formation? D'accord. Bon, concernant les activités qu'on fait, nous, on n'impose pas les populations. C'est un développement qu'on peut dire et c'est des activités qui sont portées par la communauté. La zone Casamance, que vous savez, c'est une zone très riche en ressources naturelles. Vous voyez. Donc, nous, on privilégie les ressources qui sont disponibles. Par exemple, actuellement, on est en train de travailler sur un projet qu'on appelle la mise en place d'une unité de transformation qui transforme des mangues. Puisque la zone Casamance, il y a beaucoup de mangues, il y a également les cailloux et consorts. Donc, les femmes, on les forme dans la transformation agroalimentaire. Du coup, c'est des ressources qui sont disponibles. Ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'à Dakar ou commander les produits à l'extérieur. Les produits sont sur place. Au lieu que ces produits se gâtent, on les rassemble, on forme les femmes pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins à quelque sorte. Il y a également la formation en production de savon liquide qu'on fait avec eux, la formation à labellisation et toutes ces activités, vraiment, ça marche ici très bien. Vous écoutez Congossa, le podcast de l'étudiant africain, mais l'étudiant africain, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une plateforme panafricaine qui valorise la recherche, l'innovation et la créativité des jeunes et des chercheurs. Chaque semaine, nous publions des articles scientifiques accessibles à tous. Nous partageons dans notre newsletter l'ICALO des opportunités et nous travaillons avec des chercheurs, des laboratoires ou encore des universités en Afrique et sur d'autres continents. L'étudiant africain, c'est aussi un réseau et de nombreux projets pour rendre la recherche africaine accessible, visible et utile à son continent. Rejoignez-nous sur notre site et nos réseaux pour découvrir, comprendre et écrire l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Ok. Mais du coup, comment est-ce que ces produits sont perçus par le grand public? Est-ce que l'État, justement, crée des mesures qui fait que les produits, par exemple, sont présents dans les supermarchés et sont accessibles au reste du public? Bon, j'avoue que c'est la stratégie qu'on est en train de développer, mais c'est un peu compliqué parce que pour le moment, ce qui est produit est vendu au niveau des villages alentours et au niveau départemental et communal. Mais concernant les supermarchés et les supérettes ou les grandes surfaces, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des procédures à suivre et on est actuellement à cette étape avec les femmes. C'est-à-dire qu'au lieu qu'ils produisent et qu'ils vendent au niveau des villages environnants, qu'ils ne donnent pas beaucoup de revenus, on veut améliorer, par exemple, la commercialisation au niveau des grandes surfaces. D'accord. Et du coup, ces unités de production, ça fait combien de temps que vous avez commencé? 1 an, 2 ans? Ça fait 1 an qu'on est en train de travailler sur ça.
D'accord. Et les femmes s'en en quoi, en association, en collectif? Elles sont rassemblées à GIE, Groupement d'intérêt économique. En groupement d'intérêt économique. Ouais. Et elles ont plutôt, j'ai envie de dire, quel niveau d'études en fait? Est-ce que c'est des femmes qui vont beaucoup à l'école? Quel est le niveau d'éducation de ces femmes? Je pense que ce qu'on a à recenser, ils sont regroupés au niveau d'un GIE qui compte 150 femmes. Et si je te dis que dans les communautés rurales, c'est un peu compliqué, l'éducation des filles, bon, c'est pas un problème pour eux, c'est pas pris en compte et qu'on sort. Pour te dire de façon claire et pratique, bon, concernant moi, tous les femmes que j'ai à encadrer, à faire la formation, les sensibilisations, il n'y a pas de femmes qui sont instruites. D'accord. Ok. Donc, elles ne sont pas très instruites. Mais est-ce que, du coup, elles comprennent l'importance d'instruire leurs filles, par exemple? Bon, je peux dire que c'est une affaire autant pour moi culturelle qu'on a trouvé sur place, et moi j'ai une philosophie de vie également. Il faut respecter la vie des gens selon la manière également qu'ils conçoivent. Tu sais, les communautés, c'est très compliqué pour eux de leur montrer une affaire qu'ils ne voient pas en fait. Du coup, il faut réellement qu'ils voient par exemple, une fille a réussi pour s'intéresser à l'école en fait. Du coup, j'ai essayé d'utiliser une approche qui a vraiment marché, en leur montrant, par exemple, des figures emblématiques de femmes qui ont réussi, des figures inspirantes. Et je peux dire que également, j'étais l'exemple parfait, en fait, au niveau de la communauté. Avec les filles actuellement qui venaient pour me voir, je les expliquais l'importance de l'éducation et les conséquences des mariages précoces, l'excision et consorts, vous voyez. Donc, actuellement, je peux dire que lorsque je suis arrivée, j'ai eu à intégrer 5 jeunes filles qui avaient totalement abandonné l'école. Actuellement, ils ont repris les études et consorts. Ah, mais ça, c'est super, bravo. Et vous n'êtes pas du tout de la zone de la Casamance? Ah, non, je suis pas de la zone. C'est la première fois, en fait, tu vois. Donc, avec la langue, ça a été un peu en barrière, mais moi, je ne considère pas comme en barrière. On a eu, durant les premiers mois, à discuter de façon verbale pour se comprendre. On a eu également à discuter de façon visuelle. Je faisais des dessins pour leur montrer, en fait, comment cette personne a quitté cet état pour venir ici. Et moi, également, les choses que j'ai eu à endurer pour en être ici, en fait. Et voilà. D'accord. Mais du coup, dans ton équipe, vous êtes une équipe de combien de personnes? Et est-ce que c'est une ONG? Oui, c'est une ONG. On est une équipe de 3 personnes. Mais on est affecté dans des villages différents. Mais quand même, on se voit les week-ends pour faire le récap sur les activités. D'accord. Donc, n'étant pas justement alors de cette zone, j'aimerais peut-être que tu nous dises quelles sont, toi, les difficultés que tu as connues en arrivant justement dans la zone pour commencer tes activités. Bon, la première chose a été, par exemple, je peux dire la barrière linguistique. Vous voyez. Et les villages également, le fait de dire que je viens de la région de Dakar, c'est un handicap en fait. Ils te voient comme un touriste, comme une personne qui a amené beaucoup d'argent et consort, donc qui a amené de l'argent pour distribuer et consort. Et côté accoutrement, côté habillement également, je peux dire que j'étais obligée moi-même de se lever tôt, de m'habiller comme eux, de les accompagner dans les activités rizicoles, de les montrer que, de cultiver l'empathie avec eux, en fait, de les montrer que moi, je suis une personne comme eux, une personne normale et consort, qu'ils laissent l'affaire de Dakar et je me considérais comme une habitante, en fait, de ce village. Et actuellement, je pense que la langue, ça va, les barrières linguistiques, et bon, on a eu à casser ce rythme-là. Ok. Mais quand on parle de barrières linguistiques ici, pour qu'on comprenne bien, on parle de quelle langue et quelle langue? Bon, moi, j'étais à Dakar. Vous savez qu'à Dakar, on parle le Wolof, qui est la langue officielle du Sénégal. Moi, je suis de l'ethnie Halpula, vous savez, et des Meurs également. Du coup, c'est la première fois que je vais dans une zone où les gens parlent la langue mandingue, et plus particulièrement le Socé. Ok. Est-ce qu'ils parlent français? Ah, non, il n'y a pas de gens instruits, en fait, au niveau du village. C'est pourquoi c'est un peu compliqué. D'accord. Mais du coup, comment est-ce que vous avez fait? Ça, c'est très intéressant. Avec la langue. Vous avez appris le mandingue? Non, j'ai pas appris. J'ai dit qu'on parlait, par exemple, à travers les contacts visuels. On travaille également sur les images. Par exemple, si je devais faire une activité, je prends le papier Padex ou les papiers de ciment. Je dessine, en fait. Je prends les personnes, je fais des bandes et consorts. J'arrive pour les montrer. Voilà, c'est ça pour arriver ici. Par exemple, si je vais à l'école pour sensibiliser sur l'hygiène sanitaire de laver les mains, je prends une personne, bon, je dessine et je prends une bassine pour faire comme ça, pour faire un dessin où la personne lave sa main. Concernant les activités de javelisation et concernant également l'unité, c'est moi qui a dessiné l'unité, en fait, pour les montrer les différents matériels. D'accord. Et donc, ça c'est très intéressant, surtout parce qu'on a quand même une communauté de jeunes, de beaucoup de chercheurs et même de jeunes chercheurs. Donc là, en fait, on apprend en fait l'adaptabilité, en fait. Donc, oui, c'est ça. Quand vous vous retrouvez en plus c'est la première fois d'y aller, il y a toute cette espèce de choc, mais il faut travailler, en fait. Donc, oui, c'est ça, justement. Et surtout concernant les socs culturels, oui. C'était la première fois de voir, par exemple,
leurs activités culturelles, comment ça se passait, qu'on sort. L'adaptabilité du côté de la nourriture, c'était pas évident. Mais comme je dis, c'était une bonne approche de développer l'empathie avec ces communautés, de les montrer que tu es là. Ce que vous consommez, moi, je le consomme. Ce que vous avez, moi, je le... Les travaux pénibles que les femmes font, je vais partir avec vous pour faire ça. Je pense qu'après un mois, elles ont compris. C'est elles-mêmes, je te dis, ce qui est paradoxal, elles ont fait l'effort de comprendre la langue wolof. Ouais. Elles ont fait l'effort de comprendre la langue wolof pour pouvoir communiquer avec moi. Moi aussi, j'ai fait l'effort d'apprendre leur langue également. Ok. Donc là, maintenant, tu parles un peu le manding. Oui, là, je parle un peu le manding. Eux aussi, ils parlent un peu la langue wolof. D'accord. Donc, en fait, le premier défi était en fait d'être accepté dans le village. Justement, le fait d'être accepté, oui. D'accord. Mais c'est très intéressant parce que on a reçu justement une professeure qui était ici et qui a donné beaucoup de conseils dans ce genre-là aux jeunes chercheurs. Et elle a aussi parlé justement de l'habillement quand elle disait que, mais en fait, quand on part d'une grande ville pour un village, on ne se rend pas souvent compte, mais l'habillement est un code. Et en fait, et comment vous vous présentez aux gens, ça peut créer soit des tensions, ou alors ça crée l'inverse qui est de vous faire accepter. Et elle aussi, elle disait que elle a dû s'habiller comme les gens du village, aller faire des travaux pénibles, rejoindre les femmes, ce genre de choses, avant que ces dernières, en fait, ne l'acceptent et ne commencent à lui parler. Oui, c'est ça. Donc, mais tu parles de choc culturel au niveau de la nourriture. J'aimerais bien savoir un peu plus, parce que qu'est-ce qui t'a le plus surpris, justement, quand tu arrives en Casamance? Bon, comme on dit qu'un bon Sénégalais qui aime le thiéboudian, c'est que j'ai des termes, tu te rêves un bon matin et on t'amène dans la zone Casamance, c'est pour dire, pour tout globaliser. Et tu te réveilles, par exemple, le matin, pour le petit déjeuner, tu manges du riz blanc avec de petits poissons et un peu d'oignon. L'après-midi, c'est comme ça. Pour également le dîner, c'est comme ça. Vous voyez, ça m'a choqué très sérieusement et ça continue de me choquer jusqu'à présent. Mais est-ce que les poissons sont bons? Ah non, c'est des petits poissons parce qu'il n'y a pas la mer en fait. C'est les poulets pour passer ça et revenir pour consommer. Ah, ok. Donc pour l'instant, on a encore un choc culturel. Mais maintenant que ces femmes vous ont accepté, qu'est-ce que vous avez appris d'elles depuis un an que vous travaillez que vous êtes là-bas en fait? Qu'est-ce que ça a changé en vous de travailler avec ces femmes? Bon, le premièrement, c'était par exemple, comme beaucoup d'intellectuels, le jugement de valeur. Par exemple, en voyant ces femmes, non seulement de par leurs attroupements, leurs habillements, excusez-moi, tu peux les juger au fait en disant que c'est des femmes qui ne connaissent rien. Mais arrivé au niveau de la production d'eau de javel et de savon liquide, j'ai appris comment ces femmes ont eu à revendre ces produits. Comment ils ont eu ça sans faire l'école, à reproduire ces activités après seulement 2 semaines de formation. Moi, j'étais pas là, j'étais partie à Dakar pour une formation. À mon retour, j'ai trouvé qu'ils ont produit 50 litres d'eau de javel qu'ils ont eu à vendre. Et également, aux côtés de l'unité, c'était la même chose. Ils m'ont dit que bon, nous, on a fait des séminaires de formation sur la transformation agro depuis 5 ans, mais on n'a pas oublié. Je dis non, on va faire un renforcement de capacité. Elles m'ont dit c'est pas grave. Ce qu'on va faire, tu vas acheter quelques produits et tu nous donnes l'opportunité de faire pour que tu vois, en fait, on appelait ça genre comme une sorte de prototypage des produits. Et j'ai appris également l'immunité concernant ces femmes et surtout le jugement de valeur. La capacité qu'elles ont en termes de gestion financière, ouais. Donc en fait, en gros, elles retiennent en fait et elles ingèrent rapidement ce qui leur est appris. C'est ça, justement. Bon, ça fait penser justement comme vous parlez du plaidoyer justement pour les femmes en tant qu'actrices des processus de prévention et de maintien de la paix. Donc, ça donne beaucoup à réfléchir, à voir ces femmes qui, malgré le fait qu'elles ne sont pas éduquées de la manière occidentale du terme, elles arrivent quand même à développer des activités, que vous soyez là ou pas, en fait. Oui, c'est ça. Ça m'a beaucoup touché, vraiment. Cet changement de mentalité qu'elles ont eu en notre rapport, en fait, c'est pas évident. Mais du coup, les femmes avec lesquelles vous travaillez et que vous formez justement sur la prévention et le maintien de la paix, est-ce qu'elles, maintenant, à leur tour, elles partent former d'autres femmes? Bon, pour le moment, on est dans ces processus-là de la démultiplication des formations. Et pour moi, c'est le plus important, en fait. Mais pour le moment, je ne peux pas m'aventurer parce qu'il n'y a pas des résultats qui ont été fournis. Et en tant que chercheur, on ne doit pas avancer des hypothèses, on ne sait pas l'aboutissement. Mais ce qui est intéressant dans votre façon de rechercher, c'est que vous êtes en fait au milieu de la communauté. Donc, vous voyez comment les choses se transforment, en fait. Et est-ce qu'au niveau même de vous, votre organisation, vous envisagez peut-être de travailler sur des messages en langue mandingue pour justement parler de la paix et maintenir la paix? Oui, on y travaille même pour faire des vidéos tutoriels, pour vraiment même transformer par exemple ces documents de formation en langue mandingue, en wolof, en bambara et consorts pour qu'ils se répandent dans tout le territoire sénégalais.
Vous écoutez Congosa, le podcast de l'étudiant africain. Mais l'étudiant africain, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une plateforme panafricaine qui valorise la recherche, l'innovation des jeunes et des chercheurs. Chaque semaine, nous publions des articles scientifiques accessibles à tous. Nous partageons dans notre newsletter l'Icalo des opportunités et nous travaillons avec des chercheurs, des laboratoires ou encore des universités en Afrique et sur d'autres continents. L'étudiant africain, c'est aussi un réseau et de nombreux projets pour rendre la recherche africaine visible, accessible et utile à son continent. Rejoignez-nous sur notre site et nos réseaux pour découvrir, comprendre et écrire l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Et est-ce qu'il y a une réception de l'État pour justement utiliser ces langues locales pour passer un message de paix au niveau national? Non, je pense que oui, parce que le gouvernement est en train d'y travailler, surtout concernant l'introduction de ces langues locales. Et l'ONG même est en train d'y travailler. Il y a même un livre qui a été fait, mais c'est traduit en langue wolof. Mais pour le mandin, c'est des suggestions qui ont été faites, même venant des communautés, en fait. D'accord. Ok. Mais en tout cas, j'espère que rapidement les suggestions et ce qui a été fait pourra être traduit en langue mandingue pour cette région-là, qui est la région au niveau du Sénégal qui a peut-être aujourd'hui le plus de risques de tension. Oui, surtout. Et ils sont également pour l'État, par exemple, d'y travailler. Et l'organisation, en tout cas, est en train de faire de son mieux, malgré ses moyens limités, pour essayer de, par exemple, d'accompagner, je n'aime pas apporter le mot, et d'accompagner ces populations. Okay. Vous avez parlé justement de la question des moyens et on va justement embrayer sur une partie sur les défis. Et peut-être dites-nous quels sont les défis que vous rencontrez, que les populations aussi rencontrent. En fait. Le premier défi, c'est le défi financier. Parce qu'on a des moyens limités, on veut faire autant d'activités grâce à l'enthousiasme, grâce également à ce que la communauté nous a montré. On veut faire plus d'activités, les communautés sont dans l'attente, mais c'est des communautés également qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ce que je peux dire également, l'organisation également n'a pas beaucoup de moyens. Et côté État également, les démarches sont un peu longues, tu peux démarcher des partenaires. Après, bon, les partenaires viennent juste après 5 ans de ton départ. Et les populations sont découragées et c'est évident, on les comprend également. D'accord. Donc, le plus gros défi, c'est le défi financier. Financier, oui. Peut-être qu'un moyen de contourner le défi, c'est peut-être, comme on disait au départ, c'est peut-être de créer un lobbying pour vendre les produits qui sont produits par les femmes. Peut-être que ça peut apporter un peu de compensation financière. Oui, c'est ça, justement. Et on est en train d'y travailler à grande part pour trouver des partenaires au niveau régional, au niveau départemental et tout ça. En tout cas, on vous souhaite que vous trouviez des solutions. Et j'aimerais peut-être vous poser, avant de poser les 2 dernières questions de ce podcast, donc selon vous, quelles seraient les recommandations concrètes pour renforcer la place des femmes dans la consolidation de la paix? Bon, comme on le dit que nous, dans les processus de prévention, de négociation et tout ça, et on est relevé au second plan, en fait. Et je vous dis, si les femmes ne se mettent pas au travail, nous allons jamais éradiquer l'insécurité. Parce que la plupart du temps, nous, on est des victimes au lieu d'être des actrices. Et la première recommandation que j'ai à donner en tant que femme, c'est par exemple de croire à la capacité de la femme. C'est très important. La question de la croyance qui est même évoquée dans la Bible et également dans le Coran. La deuxième recommandation, c'est le renforcement institutionnel des femmes dans les prises de décision. Vous savez qu'au niveau représentatif, que ce soit au niveau étatique, au niveau régional et au niveau départemental, on trouve peu de représentation des femmes sur les questions de maintien de paix. Et pourtant, si on se rappelle de la résolution 1325, et il est clairement à dire que l'augmentation du niveau de représentation des femmes dans les processus de consolidation de la paix, et nous sommes en 2025 jusqu'à présent, ça reste énormément de choses à faire. Et la troisième chose à faire, c'est le financement des initiatives féminines que j'ai tout à l'heure évoqué avec les femmes sur la question de l'autonomisation. La quatrième, c'est l'intégration dans les processus formels et informels de négociation. Il ne faut pas qu'on se fie sur les négociations formelles, en fait. Les négociations informelles également, ça peut passer. Et ça revient justement à la première recommandation qui a été faite, c'est-à-dire de croire à la capacité de la femme. D'accord. Croire à la capacité de la femme. Et du coup, vous avez parlé justement de la résolution 1325. Est-ce qu'il y a un effet sur le Sénégal de cette résolution? Oui, cette résolution 1324, je pense que c'est un boisson qui nous a été servi et malheureusement qu'on n'a pas fait bon usage jusqu'à présent.
Et au Sénégal, même nous, en tant que jeunes, on est en train de travailler sur un réseau qu'on appelle le Young for Peace Sénégal, vraiment qui est en train de faire un plaidoyer au niveau du ministère, autant pour moi, de la femme, de la famille et de la solidarité, pour porter le plaidoyer sur la question de la représentation des femmes dans les instances de décision. Voilà. D'accord. Donc les femmes sont sous-représentées dans les instances de décision. Okay. Mais est-ce que vous avez parlé justement de croire, que les femmes croient aussi en elles. Donc ça veut dire qu'il y a aussi peut-être une question d'éducation elle-même de la femme, pour qu'elle arrive à croire en elle. Mais c'est par exemple, on va briser le silence qui existe. Vous êtes intellectuel, moi aussi je suis intellectuelle. C'est pas la même chose par exemple avec une femme qui est dans le monde rural par exemple, qui a été éduquée d'une manière à devenir une femme soumise. Est-ce que c'est facile pour arriver à convaincre cette femme qu'elle a le droit de ceci, qu'elle a le droit de ceci, qu'elle a le droit de ceci en fait? Même moi, j'étais confrontée à ces problèmes concernant les femmes qui ont été soumises. Au moment de choisir, par exemple, la présidente de l'association du GIE, elle m'a dit que je vais discuter avec mon mari. Et à ma grande surprise, elle est revenue en me disant que mon mari a dit que je ne participe pas à tes activités. Et pourtant, c'est une femme qui est très intelligente et construite. Et elle est leader, autant pour moi, elle est très influente. Je pense que si par exemple son mari arrivait à accepter, j'ai appelé son mari au téléphone, elle m'a dit, bon, tiens, moi je parle pas avec la femme. C'est comme ça que vous faites, vous venez pour changer la mentalité des femmes, pour par exemple, introduire des mots qui ne sont pas en elle. Ou pour casser le rythme, je ne sais même pas comment qualifier les mots que son mari m'a dit vraiment. Ah, et est-ce que est-ce que la dame, elle est restée dans l'association? Oui, elle est restée dans l'association, mais pour un membre simple. Mais c'est moi, par exemple, vu son influence au niveau du village, vu également sa capacité de convaincre, de créer, et voilà, je me suis dit que voilà, elle, et dans les réunions, comment elle participait, comment elle donnait des suggestions, comment elle donnait des solutions. J'ai discuté avec elle pour qu'elle porte même la voix des femmes au niveau des autorités locales. À chaque fois que je partais, je voulais aller avec elle. Et en revenant également, je voulais qu'elle organise une réunion avec ces femmes-là pour les expliquer qu'est-ce qui se passe réellement. Ok. Mais du coup, en fait, là, ça demande, je vais te poser une collaboration des hommes dans ce cas. Oui. Et c'est vrai que dans ce podcast, on n'a pas parlé de la place des hommes, mais peut-être que c'est le moment de parler ici, là, de comment est-ce que les hommes peuvent être des acteurs aussi de changement. Et je pense que moi, pour ça, j'ai une vision claire. On ne peut pas, par exemple, dire qu'on organise une journée pour les femmes, une journée de sensibilisation, tout en excluant les hommes, en fait. Ils ne font pas partir. On organise des séances de formation, on organise une réunion uniquement pour les femmes et pour revenir également à la maison et dire que bon, moi j'ai organisé telle réunion avec les femmes, voici les décisions qu'on a prises, voici ce qu'on va faire. Mais le mari, c'est normal, c'est l'homme qui est comme ça, en fait, c'est pas un jugement de valeur. Il va se sentir frustré. Pour moi, ce sont les premiers piliers, en fait. On organise avec eux la réunion pour déstabiliser ce qui existe, en fait. On dit que bon, tiens, moi je suis venue dans ce village pour une raison bien précise. Je travaille avec les femmes. Mais je pense que, par exemple, si aujourd'hui les femmes sont autonomes, je ne sais pas si c'est valable pour les autres raisons, mais dans la zone Casamance, ce sont les femmes qui donnent les dépenses quotidiennes. Je les ai dit que si on autonomise ces femmes-là, qu'ils arrivent par exemple à gagner 10 000 francs par journée, et ce sont eux qui donnent les dépenses quotidiennes, vous restez là, sous l'arbre à discuter. Mais ça va de vos intérêts quand même. Oui. Et ils ont fini par comprendre. Ok. C'est très intéressant, mais est-ce que justement dans votre plaidoyer que vous faites tous les jours, est-ce qu'il y a des hommes qui acceptent d'aller parler à d'autres hommes, justement, et qui vont venir dire, par exemple, moi je suis mariée, mais ma femme elle fait ça, et etc. Est-ce que vous avez ce genre d'ambassadeur-là? Non, au Sénégal, on parle de ça. Je pense que c'est universel. Par exemple, la masculinité positive. Et pour cela, bon, pour le moment, on n'a pas ce genre de personnes, par exemple, ce genre d'hommes sur les plateaux, sur les médias, dans les débats arbre à plat, comme on peut dire, qui va parler à ces personnes sur l'importance de l'autonomisation de la femme. Voilà. En tout cas, c'est bien que vous ayez fini avec la masculinité positive parce que nous avons, nous ici, accueilli aussi des hommes qui sont des hommes qui sont aussi du côté du Sénégal et qui, eux, ont beaucoup parlé justement de l'impact de cette masculinité positive. Et je crois que j'ai vu aussi qu'il y a des pays où il y a aussi des ateliers. J'avais vu au Tchad où il y avait des ateliers sur la masculinité positive. Et on espère que ça va porter ses fruits parce que, comme le mari de la dame a dit, elle ne parle pas à une femme. Il ne parle pas à une femme, mais peut-être qu'il parlera à un homme, en fait. Oui, c'est ça, justement, c'est plus facile. Et c'est les réalités socio-culturelles qui existent. Je rebondis un peu. Lorsque j'étais venue dans le village, bon, à ma grande surprise, même si j'entendais pas le sauce, par les contacts visuels et consorts, moi, je comprenais beaucoup de choses, en fait. En tant que jeune fille qui n'est même pas mariée, c'est un jugement de valeur, en fait. Vous voyez. Et lorsque je convoquais les hommes pour une réunion, je voyais en grande partie les femmes qui venaient. J'avais, par exemple, dans les listes de présence 5 hommes.
rencontre des ménages pour expliquer réellement les hommes le but de ma mission. Et par exemple, si dans cette mission, elle ne m'appuie pas, je ne vais pas aller nulle part. Elles sont les chefs des familles, c'est des réalités socio-culturelles qu'il faut tenir en compte. Du coup, les hommes, elles ont fini par comprendre. Mais en tout cas, c'est super tout ce que vous dites de cette collaboration nécessaire entre hommes et les femmes pour mettre en place les projets que vous mettez pour défendre et prévenir la paix. Donc, nous arrivons donc à la fin de ce podcast. Je voudrais vous demander, est-ce que vous avez des conseils ou un dernier mot à donner justement à des femmes qui sont dans les organisations comme vous, des hommes aussi, mais aussi notre public de chercheurs? Bon, moi, je peux dire qu'aujourd'hui, le seul message que je lance, c'est un message de plaidoyer à l'égard que des femmes, mais également à l'égard des hommes. Et, par exemple, de ne pas considérer la femme comme un obstacle, de considérer la femme comme un pilier pour le développement. Et dans le monde que nous sommes actuellement, il n'y aura pas de paix sans la participation de la femme. Et beaucoup de chercheurs, et l'histoire retiendra également la participation des femmes dans les processus de négociation, améliorera la durabilité et la qualité des accords de paix. Ok. Donc, sur ça, on termine. Il n'y a pas de paix durable sans la participation des femmes. Donc, nous vous remercions, Madame Fatouka. Nous vous souhaitons beaucoup de courage dans vos recherches et je pense qu'il ne faut pas hésiter à partager aussi les méthodes que vous utilisez parce que ça peut être bénéfique pour beaucoup d'autres chercheurs de savoir s'adapter et bien sûr en plus du sujet et de nous donner des nouvelles des femmes que vous encadrez. Encore une fois, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Le rapport de projet, juste après la fin, ça vous sera partagé, Inch'Allah, pour voir également l'impact que ce projet a eu sur la vie quotidienne de ces femmes et de ces enfants. Et merci beaucoup. C'était un plaisir de discuter avec vous. Et merci également pour l'invitation et merci pour cette belle plateforme de discussion. Merci à vous, merci. Et merci à notre public. Nous vous rappelons que vous êtes sur le podcast Congossa de l'étudiant africain. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à nous suivre sur toutes nos plateformes. Merci et à bientôt. Et si vous alliez plus loin dans la réflexion, Liboman, c'est le programme de webinaire mensuel de l'étudiant africain. Chaque dernier jeudi du mois, nous réunissons chercheurs, étudiants et acteurs de la société civile autour de grandes thématiques qui préoccupent l'Afrique et le monde d'aujourd'hui. Un espace d'échange, de débat et de construction collective. À ne pas manquer, suivez Liboman en direct et retrouvez toutes les rediffusions sur notre chaîne YouTube. À l'étudiant africain, nous croyons en la puissance des outils numériques. C'est pourquoi nous proposons des formations pratiques et en intelligence artificielle pour apprendre à faire de l'IA votre meilleur partenaire de travail. Nous offrons aussi des programmes de stage immersifs pour découvrir les métiers du numérique et acquérir une véritable expérience professionnelle. Avec nous, vous développez de compétences concrètes, utiles et reconnues. Découvrez nos prochaines sessions sur notre site internet. Vous organisez une conférence ou un colloque. L'étudiant africain est votre partenaire privilégié. Nous vous accompagnons dans l'organisation, la communication et la valorisation de vos événements scientifiques, qu'ils soient en ligne ou en présentiel. Avec notre expertise digitale et éditoriale, vos événements gagnent en visibilité et en impact. Contactez-nous pour transformer vos initiatives académiques en véritables rendez-vous panafricains. Venez d'écouter Congossa, le podcast de l'étudiant africain qui donne la parole aux femmes africaines dans la recherche. Merci à notre invité du jour et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez cet épisode et les précédents sur notre chaîne YouTube et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines parutions. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à rejoindre la communauté d'étudiants africains sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Ensemble, faisons entendre les voix des femmes qui transforment la recherche africaine et le monde d'aujourd'hui.